Trainspotting, de Petit meurtre entre amis, de très nombreux beaux films qui nous ont fait palpiter le cœur depuis des années maintenant, et le réalisateur de Steve Jobs qui sortira ce film que vous venez de voir le 3 février. Je demande d'appuyer M. Danny Boyle. Bonsoir, pardonnez-moi, je ne parle pas français. Mais vous êtes très gentil. À la mort de Steve Jobs, le monde était très triste et ça a été comme la disparition d'un chanteur de rock ou d'un homme politique particulièrement respecté. Alors, ce n'était pas quelqu'un de très très sympathique. En tout cas, c'est ce que l'on voit dans votre film. Et je voulais vous demander quel est le rapport qu'entretient votre film avec la réalité. Relationship between your film and the reality, because Steve Jobs was a very loved figure, and when he died, it was like a big world event. But he seemed not to be such a very nice man in your film anyway. So what is the reality of Emily? What is the real bit in the film? Yeah. It's so difficult to answer this because there is no real Steve Jobs. He's dead. Died 4 years ago. C'est difficile de vous répondre parce que il n'y a pas de vrai Steve Jobs. Il est mort il y a plusieurs années déjà. So this is our version of him, and there'll be other versions. There's a great documentary by do you know his name? The documentary filmmaker who made it. I've forgotten his name. Sorry. Anyway, there's a documentary version which is another slightly different version of it. Donc là, c'est notre version de Steve Jobs. Il y aura d'autres gens qui feront d'autres versions de Steve Jobs. Il y a un documentaire fameux dessus. Voilà ce que nous avons fait de lui. But we wanted to make a drama about it, and one of the things you would say really is that none of this happened, but all of it is true. Il y a plusieurs façons de le faire, bien sûr. Et nous, ce qu'on peut dire de notre film, c'est que rien de ce que vous avez vu ne s'est réellement produit, mais tout est vrai. And that's kind of funny, but actually I think it's true, and it's something, it was really interesting, something Stanley Kubrick said about the truth in movies, which is that you find the truth in movies not in the facts, and facts are impossible, as we know, because somebody tells you one fact, somebody else tells you another fact about the same thing. But he said that the truth is in the feel of a movie, and we all have a bullshit detector. All of us. Me, Aaron Sorkin, Michael Fassbender, all the actors, you, and you look at it and it goes through your bullshit detector and you go, that's not true, or that's true. It's very, isn't it? We're like that. We go, I don't believe that. You might like it, but I don't believe it. Or you go, yeah, I think I believe that. C'est drôle effectivement, mais c'était Kubrick qui disait que la vérité au cinéma c'est toujours très compliqué. Il faut simplement pas s'accrocher aux faits. Les faits c'est impossible, personne n'est d'accord sur les faits, tout le monde a une version différente des faits. Il faut se raccrocher au sentiment de réalité, au fait qu'on a l'impression que c'est vrai. Et nous tous sur le plateau pour ce film, on avait notre détecteur de bobards. Et si jamais on avait l'impression, les acteurs, moi-même, le scénariste, et si jamais on avait l'impression qu'on allait quelque part où on allait, vous-même le public, vous avez aussi un détecteur de bobards, et si jamais vous avez l'impression qu'on vous raconte des sornettes, ça ne marche pas. Donc c'est quelque chose qu'on a tous. Yeah, it was good. When you were saying about talking about your screenwriter, when your screenwriter Aaron Sorkin wrote the Social Network about Mark Zuckerberg, it was a script with back and forth movements in time, a lot of characters, a lot of places. What was this really script? This one was very different, I suppose, from that one. So, quand votre scénariste Aaron Sorkin a écrit The Social Network sur le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, c'était un scénario avec des allers-retours dans le temps, avec beaucoup de personnages, avec beaucoup de lieux aussi. Et là, on a vraiment un scénario, semble-t-il, très différent. Pouvez-vous nous parler de ce scénario? So most scripts are 110, 120 pages of dialogue and description. They're kind of like a novel, those of you who've read scripts, film scripts. They're sort of like a quick way of doing a novel.
La plupart des scénarios font à peu près 110 pages, c'est une version un petit peu comme c'est un peu un roman. Il y a des dialogues, il y a des indications, il y a des escaliers, et c'est une façon un petit peu de faire comme un roman. But this was 185 pages of dialogue, and no description, no mise en scène, no description of how to do it. Et là, c'était un scénario qui faisait 180 pages avec uniquement des dialogues. Aucune indication, aucune précision technique, aucune indication de mise en scène. 180 pages de dialogue seulement. So it was just there was just an indication that it happened 40 minutes before he walks on stage 3 times. Simplement, il y a juste une indication qui disait que ça allait se passer donc 40 minutes à chaque fois, chacun des 3 parties, ça durait 40 minutes, avant qu'il entre sur scène, avant qu'il monte sur scène. So it's very, at first you could think it's quite intimidating. How are we, the actors, me as a director, going to fit into that? Because everything's so compressed into dialogue. Bien sûr, on pourrait penser que c'était vraiment assez compliqué et intimidant de rentrer, de jouer ce scénario, parce que c'est quelque chose de très compressé au niveau du dialogue, 48 minutes. But it's like Shakespeare, because it's all the code, all the clues, all the answers are in the dialogue. There's, you know, like Shakespeare doesn't write action sequences, and it's just dialogue between people. And in Shakespeare, again, there's only one voice, which is Shakespeare's voice. Because everybody speaks the same. You can get different actors sounding different, but everybody speaks the same iambic pentameters, and, you know. And that's Sorkin's a bit like that as well. There's sort of one voice. Joanna speaks the same way as Steve. They speak in the same kind of way, I suppose. Et en fait, c'est comme vraiment Shakespeare. Comme dans Shakespeare, tous les codes, toute l'intrigue, tous les sentiments, toutes les réponses aux questions que l'on se pose, tout est dans le dialogue, tout est concentré dans les mots. Et il n'y a pas, par exemple, de scène d'action dans les pièces de Shakespeare, tout est dans la voix. Et aussi, comme dans Shakespeare, dans le scénario d'Aaron Sorkin, tout le monde parle avec la même voix. C'est-à-dire que Joanna et Steve parlent avec les mêmes mots, parlent avec la même voix. C'est quelque chose qui est caractéristique des pièces de Shakespeare. On peut prendre différents acteurs qui ont des différentes voix pour interpréter chacun des personnages, mais ils parlent chacun avec la même langue, avec les mêmes mots. So it was amazing how different it was to Social Network. Because Social Network, which I loved, and which Fincher, who directed that, was meant to direct this, but they fell out. I don't know why. They had a big falling out about money, I think. I don't know. But that movie, I mean, if you look at that movie, the whole movie, people are sitting down virtually the whole time. I've never seen a motion picture where people are sitting down the whole time. It's amazing. And this was the opposite. There was a momentum in this where everybody's clearly not sitting down. You can just feel it in the script. They're all moving around all the time. And so it was very similar, and it's about a tech titan, and the human cost of these developments, if you like, to him and to the people who loved him around him. So it's similar in that way, but completely different as well. C'est incroyable de voir à quel point les deux films sont différents. Et par exemple, Social Network, d'ailleurs, Fincher, le réalisateur de Social Network, devait réaliser ce film-là. Ça ne s'est pas fait, je ne sais pas vraiment pourquoi, peut-être pour des questions d'argent, mais c'est incroyable de voir à quel point les deux films sont différents. Par exemple, dans Social Network, tout le monde est toujours assis. Et là, dans le film, ils ne peuvent pas tenir en place. Il y a des points communs, le coût humain, surtout pour les gens qui aiment le héros, qui sont ses proches, c'est des choses qui sont vraiment liées dans les deux films, mais je ne peux pas imaginer deux films aussi différents, même s'ils ont été écrits par la même personne. Nous avons dans la salle 2 micros, je crois, qui peuvent bien sûr circuler. N'hésitez pas à profiter de ce moment et à lever la main pour participer au débat et poser des questions que vous avez en tête. Je vois qu'il y a déjà... S'il vous plaît. Oui. Ah, bonjour. Donc on commence ici et après ce sera... Voilà. Dans le film, je trouve qu'il y a une scène très intéressante, c'est celle sur Alan Turing, et qui est montrée subrepticement, mais qu'on ne va pas utiliser parce qu'il n'est pas célèbre, pas à l'époque en tout cas. Il y a eu un film d'ailleurs dernièrement, donc c'est peut-être plus très vrai maintenant, il y a un film sur Alan Turing avec Cumberbatch. Et ma question c'est, finalement, on le voit bien dans l'opposition avec Wozniak, c'est quelqu'un qui va rester dans l'ombre, alors que Steve Jobs, c'est quelqu'un qui va appartenir à la lumière, qu'on va montrer, qu'on va pleurer peut-être un peu trop. Et ça, c'est dû aux médias et à ce que vous faites, ce à quoi vous contribuez. Le fait qu'effectivement, vous choisissez lui, de faire un film sur lui, plutôt que sur Wozniak. Ma question, elle est sur le mérite. Est-ce que vous croyez qu'on n'a pas déjà beaucoup parlé de Steve Jobs ? So the thing is about coming to France,
Ça, c'est vraiment la France. The standard of questioning is so much higher than anywhere else in the world. Le niveau des questions est tellement plus haut que ça peut être avant. It's a really good point. I mean, and obviously it was interesting. So Steve Wozniak helped us on the film, and he became good friends with Seth Rogen. And Wozniak said at one point that he basically thought he didn't get enough credit because he was a nice guy. He's affable, and he's a warm, affable, generous person, just by nature, by meeting him. And it was interesting, because he's a mathematical genius, you know, in terms of that computer. A genius far greater than anything Jobs had to contribute. And Seth said at one point, he said it's a bit like being a comedian, a nice comedian. Nobody takes you seriously. And it's true, because I think Seth is a wonderful actor, but everybody thinks because he's a nice guy, they give all the reviews to the really difficult, troublesome actor who's, you know, who has a reputation. So it's interesting, they bonded over that. Vous avez tout à fait raison de poser cette question. En fait, Wozniak était présent sur le tournage. Il nous a aidés pour le film. Et il est devenu copain avec Seth Rogen qui joue son rôle. Et il a dit qu'effectivement, il considérait qu'il n'avait jamais été assez crédité parce qu'il se voit comme un gentil. Et moi, je peux vous dire que c'est un vrai génie, des mathématiques, bien plus que Steve Jobs. Et en entendant ça, Steve a dit « Ah mais oui, je comprends, c'est comme quand on est comique, on ne vous prend jamais pour un acteur sérieusement. » Et effectivement, c'est ce qui arrive à Steve, qui est un très grand comédien, mais il a une réputation d'acteur comique et c'est toujours comme ça qu'on le prend. Et c'est amusant de voir à quel point l'original, le personnage original et son comédien sont tombés d'accord sur ce point. But it is true. The MC, and Steve Jobs was an MC, he was a master of ceremonies. Hence, his performances as a CEO in front of audiences gets the credit, whereas the people behind it, this was the argument with Woz the whole time, which is credit the people whose shoulders you're standing on, and he wouldn't, because he would not look back, really. So I think your point is correct, but it ignores the fact that the most important, I'm afraid the person who has shaped our lives most, unfortunately, if you like, is Steve Jobs. This is questionable. En tout cas, Jobs est le maître de cérémonie de tout ça, et sa performance, on le voit dans le film, on le voit comment il présente ses shows, le montre, et du coup c'est forcément lui que l'on crédite. Et même si c'est regrettable, moi il me semble quand même que celui qui a vraiment donné une nouvelle forme à nos vies et qui a transformé nos rapports avec ces machines-là, c'est plutôt Steve Jobs. Et monsieur disait que c'est discutable. When I read the script, because I love Social Network, this script felt like part two. It felt like part of a trilogy. And that the third part would have been about Alan Turing if it wasn't for the fact that they'd already made a film about him. And it was, called The Imitation Game. And it was interesting because we had a picture of Alan Turing on the set, and everybody said, it was interesting because we were making a film where Michael Fassbender doesn't really look like Steve Jobs. You know, we didn't try and make him look an awful lot like him sometimes, and sometimes he did, sometimes he didn't. But when we had the picture of Alan Turing, everybody joked that nobody would believe that was Alan Turing because it doesn't look anything like Benedict Cumberbatch. C'est amusant. Quand j'ai lu le scénario, j'avais vraiment l'impression de lire la suite, la deuxième partie de Social Network, et la troisième partie, logiquement, me semble-t-il, ce serait un film sur Alan Turing, justement. On avait justement une photo d'Alan Turing sur le plateau, et comme vous le savez, nous, dans notre film, on n'a pas voulu que Fassbender ressemble à Steve Jobs. Il n'y a pas de ressemblance, parfois il ressemble un peu, mais pas complètement. Et quelqu'un a dit, en regardant la photo du vrai Alan Turing, mais personne ne va savoir que c'est Turing, personne ne va le reconnaître, parce qu'il ne ressemble pas du tout à Benedict Cumberbatch. On avait une question là. Bonjour. D'abord, Danny Boyle, je voudrais vous remercier et vous féliciter parce que j'ai beaucoup aimé ce film, même s'il était très loin de ce que j'attendais, j'avais pas du tout lu de critique dessus. Et ensuite, j'aimerais vous demander comment ça se passe de travailler avec un scénariste qui a autant de caractère et autant de renommée qu'Aaron Sorkin. Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges ou est-ce que c'est très direct? Est-ce que vous êtes obligé
obligé d'exécuter ce qu'il fait ou est-ce que vous avez votre mot à dire? No, he's very, thank you, he's very, so he likes to be, we rehearsed, so we rehearsed 2 weeks and then shot for 2 weeks, the first part, and then stopped and rehearsed the second part for 10 days, and then shot for 2 weeks, and then we stopped and rehearsed the third part. And he came to rehearsals, Aaron, but he doesn't watch rehearsals. He listens like this, with his eyes closed. And that's all he's interested in, is the rhythm. It's weird, because you think he is a great writer, but it's a writer of rhythm. His vocabulary is not particularly, it's not an extraordinary vocabulary he's using, but it's the rhythm with which he writes and the speed of thought that he suggests in their minds that's really compelling. And if you capture that, that's all he's interested in. He has no idea about the mise en scene, absolutely, wouldn't have a clue, will never be a director, because he's just not interested in that. It's the sound of this man's mind is what he wanted to portray. Merci beaucoup de poser cette question. En fait, Aaron Sorkin est venu sur le plateau, on a répété pendant 2 semaines, avant de faire encore 2 semaines de tournage pour la première partie, puis on a répété 10 jours la deuxième partie pour la tournée pendant 2 semaines, et on a fait la même chose pour la troisième partie. Autrement dit, on a eu 3 sessions de répétition, mais il est venu à chaque répétition, et il ne me regardait pas, il écoutait les yeux fermés. Et c'est le rythme qu'il écoutait, parce qu'il écrit avec plutôt du rythme plus que du vocabulaire. Il a un vocabulaire dans ce qu'il écrit qui n'est pas si étendu que ça, et c'est une question de rapidité, et de rapidité de la pensée surtout. Et c'est ça qu'il veut exprimer, et c'est ça dont il essayait de juger la justesse en écoutant les acteurs répéter. C'est ça qu'il veut qu'on attrape, c'est ça qu'il veut qu'on rende de ce qu'il écrit. Je pense qu'il ne veut pas du tout être metteur en scène, ça ne l'intéresse pas du tout. Mais c'est ça, comme ça qu'on a collaboré. Il cherche simplement à ce que l'on retrouve le rythme et la justesse des mots qu'il a mis en place. And he let us change things, because Kate Winslet, who plays Joanna Hoffman, she met Joanna many times, and Joanna told her that story about the fact Steve said to her, "Why have we never slept together?" And she replied, "Because we're not in love." And Kate, I remember Kate coming back to the rehearsal saying, "You've got to put this in, Aaron, you've got to put this in." And he put that in, and in the third act, when Woz is sitting in the audience and confronts him in front of the whole of the team of young Apple workers, that was my idea, because in the script it was in the dressing room, and so he rewrote the scene so it happened in public, in front of the acolytes, the new, they were like prototype Apple store workers with their t-shirts, and they were devoted to the boss, and it was great to be able to see Wozniak fighting in front of them, that these 2 titans battle, who created the company, I guess. Et Aaron a accepté de faire des changements sur le plateau. Par exemple, Kate Winslet était très impliquée dans le film et dans le personnage, avait rencontré la vraie Joanna, et à plusieurs reprises avait travaillé avec elle, et Joanna, la vraie, lui avait dit, mais il y avait eu cet échange entre nous où j'avais dit, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais couché ensemble? Et j'avais répondu, mais parce qu'on n'est pas amoureux. Et ça, Aaron l'a inclus dans le scénario, à la demande de Kate. C'était à l'origine dans le scénario, ça se passait entre eux simplement, une scène assez intime dans une petite pièce, et c'est moi qui ai voulu que ça se passe devant les employés d'Apple, devant tous ces mecs qui sont en t-shirt, qui sont devant l'admiration devant le patron. Ça me semblait intéressant de faire qu'il y ait cet échange extrêmement intime entre eux se passe vraiment devant tous ces gens. The only thing we disagreed about is I wanted to change the title, and I'm not just saying this because I'm in Paris. I wanted the title to be The King of France, because Jeff Raskin, who's passed away now, but who developed the Macintosh originally and was kicked off the project by Steve Jobs, was asked what he thought about Steve Jobs, and he said he would have made a very good King of France. Now, whether Jeff Resniak didn't know anything about French culture or politics since the 18th century, I don't know. Whether he thought France was still ruled by a king, I don't know. But, Americans and French, European history, it's a tough mix. But you thought it was a good title? But I thought it was a fantastic title, and it would have done wonders for the grosses in France. Alors, parfois on n'a pas été d'accord sur le titre, une seule fois finalement, on n'avait pas été d'accord avec Aaron Sorkin, c'était sur le titre. Moi, je voulais changer le titre, je voulais que le film, et je ne dis pas ça parce que je suis à Paris, je voulais que ça s'appelle The King of France, le roi de France.
Parce que Jeff Raskin, qui avait développé le Mac et avait été viré assez rapidement par Steve Jobs, disait ça de Steve Jobs et disait ce mec, c'est ça vraiment son boulot pour lui, c'est d'être le roi de France. Alors, je pense que Jeff Raskin est peut-être pas spécialiste de l'histoire de France, je ne suis pas sûr qu'il sache si jamais il y avait toujours des rois en France ou ce qui s'était passé au XVIIIe siècle, etc. Je ne suis pas sûr, mais je pense que ça aurait été un super titre, surtout pour les entrées ici, en fait. Bonsoir. Bon, ma question, elle est un peu... C'est par rapport à ce style vestimentaire, qu'est-ce que vous en pensez déjà? C'est par rapport à ce style vestimentaire. Et dans Social Network, Mark Zuckerberg a dit que le film, c'était pas trop ce qui s'était passé, mais il avait bien réussi par rapport à sa ligne de vêtements, c'est vraiment comment il a habillé Steve Jobs dans le film. C'est un style qui est en train de revenir à l'heure actuelle, qui s'est inspiré justement de lui, et je voulais savoir ce qu'il en pensait. Well, it's interesting, Zuckerberg and him both ended up in that idea of, in Zuckerberg's case, a t-shirt, and Jobs that black polo neck. And Zuckerberg had 50 t-shirts, so that he could just put a new one on every day. And Jobs had 50. I think they were Japanese. They were made by a famous Japanese designer. They were designed. Yeah. And he had 50 of those, so he could just put them on each day. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, il y a un point vraiment commun entre Zuckerberg et Steve Jobs, c'est qu'ils avaient, avec le temps, réussi à trouver finalement leur mode, leurs vêtements, et Zuckerberg était toujours en t-shirt, et on dit qu'il avait plein de t-shirts de toute façon à se changer rapidement, et en fait, aussi Steve Jobs, c'est la même chose, il avait ses pulls noirs, je crois qu'il était japonais, et il en avait 50, et donc il pouvait sans cesse en changer, et toujours avoir finalement le même. But so on the Crow days, we had to ask for the Crow. We couldn't afford those 3,000 people in each space. And we advertised online for people to come in. We wouldn't be able to pay them. But if they would come in, they could be in our film and just be there for a few hours and applaud and things like that. But we said to them, you have to dress like it's 1984 on the first time. And the next time you have to dress like it's 1988. And the next time you have to dress like it's 1998. And they did, people. It was amazing, the stuff they turned up in. But the men's fashion don't change. They look exactly the same. Because now, it's women who change the fashion. Women's fashion changes all the time. Men just look, you probably could be there, in 1984. It would be basically the same stuff. Men just wear the same stuff all the time, across all time. Dans les scènes de foule, là où il y a beaucoup de public, on n'avait pas le budget pour faire venir rémunérer 300 personnes. Alors on a passé une publicité sur Internet, on a dit venez être dans le film, venez applaudir, etc. Et vous serez dans le film. Et on a dû leur dire, la première fois que vous vous habillez comme en 1984, la deuxième comme en 88 et la troisième comme en 98. Mais ils l'ont fait. Et ce qui est étonnant en fait, c'est de voir à quel point pour la mode des hommes, les choses n'ont pas changé. C'est vraiment la mode des femmes qui évolue et qui change beaucoup. En 1984, vous-même, monsieur, avec ce que vous auriez pu venir vraiment, vous étiez tout à fait raccord dans le film en 84 avec ce que vous portez aujourd'hui. Thank you. I just wanted to. It's a great film. I've loved it. But I've got a personal question. It's really important for me. And I need to know if you're going to do 28 months later. That's so important. C'est un super film, je vous remercie, mais j'ai une question à vous poser qui est très importante pour moi. Est-ce que vous allez tourner 20 mois plus tard? 28 mois plus tard. 28 mois plus tard. Ah, okay. Well, seriously, no, thank you for the question. We're doing a sequel to Trainspotting first. Yes. You may not see that. You may not like that when you see it, but he is with a t-shirt. So seriously, we've got a really good script, a sequel to Trainspotting, which is really interesting because it's sort of a bit like the first film. It sort of sits in the shadow of the first film, and it doesn't as well. It has its own thing, and we've got the original actors. They've all agreed to do it. I think they were very difficult to persuade, but the script, because they were very reluctant, they didn't want to disappoint people who were devoted to the first film. And so but they were convinced by the script, and so we're going to do it. We're going to shoot it in May and June next year.
Alors ce que je peux vous dire, c'est que d'abord on va faire une suite de Trainspotting, et peut-être que ceux qui... donc merci pour d'avoir accueilli cette nouvelle, mais j'espère que vous en penserez autant de bien quand vous verrez le film. On a un super scénario, c'est donc une suite qui commence comme l'original, dans le même thème, dans le même sentiment, mais qui ensuite évolue et ça change. Tous les acteurs ont dit d'accord, ils ne voulaient pas décevoir le public, ils ont été difficiles à convaincre, mais c'est le scénario vraiment qui les a convaincus. And we have discussed an idea for 28 months later, or 28.3, or whatever you would call it. Alex Garland has kind of been working on an idea as a script, but I don't know how that's going at the moment. I haven't spoken to him recently, but it's possible. Yes, it's a possibility. But it's weird, isn't it? There's so many zombies now. There's all over the television, and they're just everywhere. You'd have to make sure it was really different, you know. Otherwise, what's the point, really? Quand, en ce qui concerne 28 mois plus tard, Alex Garland est en train de travailler sur une idée. On n'en a pas discuté récemment, alors je ne peux pas vous donner des nouvelles récentes, mais c'est possible, effectivement on y travaille. Mais aujourd'hui, maintenant, les zombies sont partout, et donc il faut qu'on trouve quand même un scénario et une idée qui fasse la différence par rapport à ce qu'on voit partout. Bonsoir. J'ai lu que vous aviez travaillé de trois façons sur ce scénario qui disait donc en 3 actes. Et j'aurais aimé que vous me parliez de cette démarche artistique. Et petite dernière question anecdotique, je voudrais savoir pourquoi Lauren Jobs vous en veut autant. Merci. Well, yeah, Lorraine Jobs was very against the film right from the beginning. Lorraine était vraiment contre le film, contre l'idée que l'on fait du film depuis le début. And I have previously I dropped out of the film because a widow objected to the film being made because it included the death of her husband. Et sur un projet précédent, j'avais déjà abandonné un film parce que la veuve du héros, du personnage principal, ne souhaitait pas que ce film soit fait, et donc j'avais déjà renoncé à mes projets. So when she said, when I realised how unhappy she was about the film being made, I had to think about it a lot. And what was different about this is that Steve Jobs was a huge public figure, often at the expense of other people who should have got the credit and didn't. And he chose that. Part of the building of this empire was his direct appeal to the public, one-on-one. That's how it worked in those presentations. It was like he was talking to you personally. And he commissioned, with Laurie, that book, Walter Isaacson's book. And even more importantly, for the only time that I was able to find in his life, he did not demand control of the contents of the book. He let Walter Isaacson, who wrote the book, and who's a very distinguished journalist from Time magazine, he was editor of Time, and the biographer of Einstein and Benjamin Franklin, he allowed Walter Isaacson completely free access to include or exclude whatever he wanted. And I think partly because he was ill, but also partly because I think he knew in some way the full story should be told about him, really, a more fuller account than gossip and innuendo. So I felt, balancing all that it was right to make a film about him. And the other thing is that I thought it was true. I remember finishing it, and I don't care what lawyers say in the end, because they lie. I felt like it's true, that's truthful. It's not a hatchet job, and it's not a deification, but it says something about him, and especially his relationship with his daughter, and his best friend that is worth telling, yeah. Laura, effectivement, ne voulait pas que ce film dès le début, j'ai beaucoup réfléchi, mais j'ai trouvé que le personnage de Steve Jobs était avant tout un personnage extrêmement public, au détriment certes d'autres personnes autour de lui, et s'il a réussi à construire cet empire, c'est vraiment en partant de sa relation avec le public, qui était vraiment une relation très intime, et de quelque chose qui se passait vraiment entre lui et le public. C'est lui, avec sa femme, qui a commandé ce livre, c'est lui qui a demandé que ce livre soit réalisé, et il a demandé à Walter Isaacson de l'écrire, grand journaliste pour plusieurs grands magazines américains, et qui avait déjà fait de grandes biographies. Il a commandé ce livre, mais il n'a pas demandé à le relire. Il était certes malade, mais je pense qu'il savait que
toute l'histoire, toute son histoire devait être racontée au-delà des racontards, au-delà des gossips, au-delà de choses-là. Il fallait que la vérité soit mise sur le papier. Et peu importe aujourd'hui ce qu'en pensent les avocats, je pense que le film n'est pas une géographie sur le personnage, c'est pas non plus une attaque contre lui, ça parle de ses amis, ça parle de quelque chose de sa vérité à lui, et je pense que le film est juste. And the three acts, we tried to make each section as different as possible within the confines. So each theatre was different, and we tried to reflect something about the story. We rehearsed and shot each one separately, so the actors were different. We dressed them differently, obviously, with different clothes for each of them, and for each of the periods. And we had different music for each section, a different score for each one. And we shot on 3 different formats. We shot on 16mm for the first one, because that felt kind of homemade, like they were still in the garage, and it was early days. I mean, he was already worth 400 million, but it felt like he saw himself as a pirate, as a rebel, and it felt like a punk, and that felt like a good format. We used 35mm celluloid for the second act, which is the more operatic, the grand storytelling act, the revenge theme. And then we used digital for 1998, because although digital hadn't arrived in the cinema, and in fact we were, with 28 Days Later, that was the first commercially released digital film, actually, widely released commercial film that was shot on digital. It wasn't common in the cinema by then, but Jobs, of course, had already discovered digital, because he'd released Toy Story, a film that he paid for out of his own money, in 1996, 2 years before that. And I remember seeing Toy Story, as I'm sure you did, and it was like, the world changed. It was like, wow, things are going to look like this now. So we tried to kind of bring him up to date by choosing the third act in digital. Il y a à propos des 3 actes, effectivement, on a choisi 3 grandes salles qui soient différentes, même si ce n'était pas forcément celle dans laquelle l'action s'était passée. On a donc choisi 3 grandes salles différentes. À chaque fois, dans chaque acte, on essayait de faire avancer l'histoire d'une façon dramatique, le plus forte possible. Les acteurs portaient des vêtements complètement différents. La musique aussi, la composition, la partition étaient différentes pour chaque fois. Et on a aussi tourné ces 3 actes dans 3 formats différents. D'abord en 16 mm, la première, celle de 1984, parce que cet homme, c'était quand même un pirate, cet homme, c'était quelqu'un d'un peu voyou, et on a trouvé que ça redonnait vraiment bien ça, donc le grain du 16 mm est quelque chose, et la douceur aussi sur les peaux que donne le 16 mm, c'était quelque chose de particulièrement juste, il me semblait. On a tourné la deuxième partie en 35 mm, sur pellicule, en 35 mm pellicule. C'est la scène, le moment le plus grandiose, c'est là où se tournent toutes les choses autour de la vengeance. Et pour la partie de 98, en numérique. Le numérique était très nouveau au cinéma à l'époque, même en fait, on voyait très peu de films dans les salles en numérique, c'était pas du tout l'usage, mais Jobs, lui, savait, parce qu'il avait produit, il avait en tout cas donné l'argent pour Toy Story dès 1996, donc 2 ans auparavant, et il savait qu'on finirait par projeter les films dans les cinémas, à les tourner et à les projeter dans les cinémas en numérique. Et on savait, bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi j'ai vu ce film-là et je me suis dit, waouh, ça change vraiment. Et donc le monde commençait déjà à changer. Et donc en prenant chaque fois un support différent, on a essayé de rendre l'époque, de rendre quelque chose de la sensibilité de ce moment-là dans la vie de Jobs. Yeah, Kate Winslet loved shooting on 16mm because it makes everything very soft, and so she referred to it as 18mm. It made her look 18 again, she loved. Kate Winslet adorait que l'on tourne en 16 mm, parce que le 16 mm est quelque chose de très doux et très chaleureux pour la peau, et elle, à son âge, elle aimait beaucoup ça, et donc elle a dit, en fait c'est du 18 mm, j'ai l'impression que j'ai 18 ans quand je le vois là-dessus. Hi. I want to say thank you because I read a lot of books about Jobs' life, and I am an Apple fanboy, like most people in this room. And I think that's a good movie, but I'm still wondering how we can speak about Jobs' life without big parts of his life. You just spoke about Toy Story, and for me, Pixar, iPod, iPhone, that's the parts that bring into light, and I don't understand why the last film and this film don't really speak about that.
Merci pour votre film. J'ai lu beaucoup de livres sur Jobs et je suis un fan, comme beaucoup de gens ici, j'imagine. Je pense que c'est un bon film, mais je me demande comment on peut parler de sa vie et résumer sa vie sans parler justement de Pixar, comme vous l'avez fait à l'instant, de l'iPod, de l'iPhone. Je ne vois pas comment on peut résumer sa vie sans de moments aussi importants de sa carrière, de ce qu'il a apporté. Est-ce que je vous ai bien traduit, monsieur? It was, I mean, you can do a traditional biopic that tries to cover everything, but it's light and skim. It's skim. You have to skim like that, and it ends up being the greatest hits. You know, you can't help but do that. So I loved the fact that the approach wasn't that. It wasn't the traditional biopic. It was an attempt to do. I mean, if you make a film about this guy, his mantra was think different. He would expect you to do something original with it and different. And I love that kind of approach. It's like, have you seen Love and Mercy with Ryan Wilson? Yes. Which again, it's like, it's nuts. I loved how nuts it was. It was like, it's a crazy way of doing it, really. Using two different actors like that, intercut. I love that because it just goes, oh, it's not like, it's not like the traditional cradle grave where we cry at the end, because it's sad that they've left us. I like the challenge of that. I think that's rising to something that he would demand of you as as someone who did set people compelling and difficult tasks. He expected you to think different about stuff that we all take for granted, I guess. On peut effectivement penser qu'une biographie au cinéma, un biopic doit être fait d'une façon traditionnelle, mais moi, même si jamais on avait voulu traiter de tous les éléments de sa vie, on est obligé de sauter énormément de choses. On ne peut pas traiter tout dans la durée, il faut sauter des choses, et de toute façon on arrive à une sorte de best-of. Mais moi j'aime beaucoup qu'on n'ait pas suivi ici le programme traditionnel du biopic, début, milieu, fin. Je pense que, d'ailleurs, pensez à ce type justement, Steve Jobs. Le vise c'était think different, penser différemment. Et vous voyez par exemple le biopic qui a été fait sur Brian Wilson récemment, qui s'appelle Love and Mercy, et vous voyez comment ils ont fait, comment ils ont utilisé les deux acteurs, comment on se retrouve à la fin du film, dans une narration complètement inhabituelle, et à pleurer à la fin en se disant ça y est, il est mort. Moi je pense que Steve Jobs aurait bien aimé cette démarche-là, il aurait aimé qu'on sorte un peu des sentiers battus et que l'on fasse les choses un peu différemment. Voilà. Bonsoir. Félicitations, vous serez sûrement aux Oscars en mars, février. La troisième ou la quatrième? Ma copine devait venir, mais elle a appris qu'avec le Fassbender on ne serait pas là, donc... Alors qu'elle déteste les ordi, c'est dommage. J'avais une question. Ce serait, est-ce que vous avez pensé à un moment donné faire 3 plans séquences et est-ce qu'ils auront sait pourquoi dans ce cas-là? Et la deuxième, c'est dans plusieurs de vos films, il y a souvent des mythiques que vous répétez, des images, des façons de faire. Et est-ce que vous tenez à garder votre style à chaque film, ou est-ce que c'est par limite inconscient que vous faites ces types de réalisation? It's interesting. So, and I'm not just saying this because I'm in Paris. So I always used to say, because I don't just like do Q&As, we do like a day with journalists, like today's been press and tomorrow will be TV. And I always used to say to journalists, I try to make every film as different as possible. So I'd have this shtick where I'd say, I move from genre to genre and try and make every film as different as possible. And it was in Paris, I think, it was on Sunshine, I think, that this journalist, French journalist, said to me, but all your films are exactly the same. And I was going, what do you mean? And she said, well, they're usually about a man who faces impossible obstacles and overcomes them. It's very simple. You knew you were in France again. Anyway, so style. You try to. It's that Beckett thing. Form equals content. You try, whatever your story is from wherever it's come, you try to find a form that expresses it more fully than just the content itself. Sometimes that's trying to be invisible, and a lot of the time in this, it was trying to make sure that the actors.
And sometimes you try and make it very visual or make it very stylistic, really. But you are trapped in your own taste, yes. It's very difficult to betray that taste, to wander outside it with confidence, really. So there are limitations on that for sure, yeah. C'était à Paris, je crois, j'espère ne pas me tromper, parce que vous savez, quand on est à Paris, on voit beaucoup de journalistes, et aujourd'hui j'ai vu la presse, demain ce sera la télévision, et je dis souvent aux journalistes ici à Paris, j'essaie de faire toujours un film différent. Et c'était à Paris donc, je crois que c'était sur Sunshine, c'est un journaliste qui me dit « Oui mais non, tous vos films sont en fait pareils. C'est toujours un homme qui a un obstacle et qui arrive à surmonter cet obstacle. » Et c'est dans ces moments-là, grand moment de solitude, qu'on se dit, eh ben voilà, on est en France. Donc, c'est un peu, en ce qui concerne le style du film, c'est un peu comme dans une pièce de Beckett, où on essaie que la forme exprime au mieux le contenu, que la forme puisse exprimer encore mieux, plus clairement ce qu'est le contenu du film. Alors, il y a des moments, là, dans ce film, où j'ai essayé d'être le plus invisible possible au niveau de la mise en scène. Il y a des moments où j'ai mis les acteurs vraiment le plus en avant possible, d'autres moments où j'ai essayé d'être visuel et d'essayer de plus cinématographique comme ça. Et je pense que quand il faut faire des choix en tant que metteur en scène, on est finalement extrêmement piégé et limité par son propre goût, par ce que l'on sait faire. C'est très angoissant de vouloir se forcer à faire d'autres choses, quelque chose de complètement différent que ce que votre goût vous porte à faire. Okay, thank you. I love your movie. My girlfriends love Slumdog Millionaire. Oh, say thank you too. Et moi, j'aimerais reposer la question que vous avez posée au départ, monsieur, concernant les plans séquences. Si jamais c'était une... Eventually, at some point, that you would shoot a 3-part single shot. Oh, sorry, yes, the single shot. No. No. Because, actually, I remember when we were preparing, I remember hearing about Birdman coming out. So I went to see it. The first opportunity I got, I went to see it. And I realised I'd heard they would take that approach, you know. And I decided we weren't going to take that approach. I wanted it to feel continuous, but I didn't want it to feel that it was, the shot itself was an event, you know, and it was an endless tracking shot or anything like that. I wanted the whole thing to have momentum and dynamism, but not to be a one-shot wonder, no. Parce que, en fait, quand je préparais le film, c'était le moment où Birdman sortait. Je savais qu'ils avaient essayé de faire ça, qu'ils tentaient ça. J'ai vu le film et j'ai eu le sentiment que même si je voulais un sentiment de continuité et de durée, et de continuité vraiment dans le plan, je trouvais que de faire un plan unique était vraiment finalement une limitation. Je voulais la dynamique de ça, mais c'était vraiment avec, dans ma façon de faire, que j'ai plus obtenu ce que je cherchais à être. Bonjour, j'ai deux questions en fait, vous avez déjà répondu à la première par petite partie, mais je voulais savoir comment le film s'est créé visuellement, physiquement, parce qu'on parle beaucoup du scénario, parce que c'est un grand qui l'a écrit, mais je voulais savoir comment a été créé les pensées du film visuellement, et la deuxième question c'était savoir si vous aviez un conseil aux jeunes cinéastes. It was based on we selected 3 different theatres. They wanted us to film in places like Budapest or London where there was a tax break, but I insisted that we shoot in San Francisco because it felt like it's kind of like the birthplace of this new digital age, really. And I know you guys have thought off Uber in Paris, but in other cities, like that's an example of something that's being born, this algorithm is being born in this city and being transferred to the world. So it felt right to do it there. And then we picked 3 theatres, 2 of which are accurate to the word he launched, and they gave us visual information about how we might find a visual style for it. That was the pictorial side of it. The coverage, which is like covering the actors talking, I kind of tried to develop that during rehearsals. And we had a Steadicam, but we didn't use it like they used a Steadicam in Birdman, where they just make you be able to do impossible journeys. We just used it so that we could constantly be with the actors, you know, and you're trying, I know this sounds very bland, but when you've got almost 200 pages of dialogue, you can end up just using singles, and you'll tire of that really quickly. So it was really trying to work out how to make it interesting to shoot wide, to shoot 2 shots, to mix kind of things you shouldn't mix really, which is you jump the line,
to keep you refreshed, so you're not just watching ping-pong tennis going backward and forward. I don't know whether that makes any sense, but those are the kind of things that go through your head when you're making it or preparing to make it, really. You're worried about, I wanted the thing to feel constantly refreshed, you know, even though it's very, very repetitive. It's the same people 3 times. Turn up and pull him apart, try to pull him apart. On a donc d'abord, pour le côté visuel du film, choisi 3 salles, dont 2 avaient été vraiment utilisées, où c'était vraiment passé l'action, et puis une autre. On nous a proposé de tourner à Budapest, on nous a proposé de tourner à Londres, parce qu'il y avait des rabais d'impôts, des crédits d'impôts qui offraient une facilité financière pour le film. Et j'ai voulu que le film se passe et se tourne entièrement à San Francisco, où l'action se passe. Parce que San Francisco, c'est vraiment le lieu de naissance de l'ère numérique. Je sais que peut-être que Uber n'est pas extrêmement bien aimé dans ce pays, il paraît-il, mais cet algorithme-là singulier, il est né par exemple à San Francisco. Donc on a utilisé ces 3 salles là-bas sur place, et j'ai voulu utiliser une esthétique, mais on ne l'a pas du tout utilisé comme par exemple dans le film Birdman, où la caméra de Birdman finalement ne fait que traverser de prendre des chemins qui sont impossibles à faire pour un humain. Moi je voulais vraiment utiliser la Steadicam pour qu'on soit constamment avec les acteurs. Peut-être que c'est bête à dire, mais quand on a 200 pages de scénario et 200 pages donc de dialogue, on ne peut pas se contenter de filmer simplement un acteur et puis un autre. Et donc on a beaucoup travaillé dans le cadre, ce qui apparaissait à côté, ce qui apparaissait derrière, les plans larges, sur les plans mélanger plusieurs choses qui se disent, qui se jouent dans un seul plan. On a effectivement fait des chants contre chants, mais on a aussi beaucoup fait de sauts d'axes, de façon à ce que, je ne sais pas si techniquement vous voyez ce que je veux dire, mais on a sauté souvent les axes pour que ça réveille le spectateur, pour qu'il se dise, oh là là, il y a un truc qui n'est pas tout à fait normal. On a toujours voulu être vif, on a toujours voulu exciter le regard du spectateur, on a toujours voulu que le film soit frais. Juste la dernière question peut-être. Hi. I really enjoyed the movie, especially your point of view, your mise en scène. So I have 2 questions. How long did it take to make a movie like this, from the development to the very last day of production? And did the studio let you all the freedom you wanted to make it? Alors j'ai beaucoup aimé votre film, je vous remercie. J'ai beaucoup aimé votre point de vue sur cette histoire. J'ai 2 petites questions. Est-ce que c'est long à tourner ce film, du développement, de l'écriture jusqu'à la production et la finition du film? Et est-ce que dans ce projet, le studio vous a laissé toute liberté? And really, they take you 2 years, usually. By the time you finish promoting them, which I regard as part of the filmmaking process as well. So from start to finish, it's really 2 years. Maybe this was a little shorter, partly because Aaron had already written the script, or the vast parts of the script by the time we began. So it's about 18 months to 2 years it takes. And the studio, they were very good actually. They were because we got dropped. I don't know whether you know this. We got dropped by Sony. We were with Sony, and then they got hacked by North Korea. And then Seth Rogen was in a film about North Korea. Very complicated indeed. Du début à la fin, c'est à peu près 2 ans en général pour ce genre de projet-là, et y compris même on peut rajouter le temps de promo. Pour moi, la promotion d'un film, ça fait partie aussi de la réalisation du film. Peut-être que là, dans ce cas-là, ça a été un peu plus court parce que le scénario était déjà écrit. Quand on a commencé à travailler, Aaron avait déjà pas mal avancé sur le scénario. Et donc on peut dire que c'est à peu près 18 mois, on va dire, dans ce cas-là. Et concernant le studio était très généreux, ça s'est très bien passé avec eux, même si, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais vous savez auparavant le projet était Sony, que Sony nous a laissé tomber. Ils ont laissé tomber le projet, et puis ils se sont fait hacker par la Corée du Nord. Enfin, ça s'était très mal pour eux cette histoire, mais enfin voilà, en tout cas ça s'est très bien passé avec Universal. But Universal picked it up, they've been exemplary. It's run by this woman called Donna Langley. Excellent. And even when we told her that we weren't going to save $5 million by going to Budapest or London, we were going to shoot in San Francisco, she was still hugely supportive of the film. So they've been, I hate to finish this by giving a big thumbs up to a studio, to American Hollywood studio, but I'm afraid I have to, they've been exemplary. Universal a vraiment été exemplaire. Je dois citer Donna Langley qui a été vraiment merveilleuse sur le film, même quand on lui disait pour rester dans le budget que alors qu'elle devait tenir un budget que non, on n'allait pas tourner à Budapest, non, on n'allait pas tourner à Londres, on allait rester aux États-Unis. Même elle a toujours gardé le sourire. Et même ça m'embête un peu de finir cette conversation en donnant des louanges à un gros studio américain, mais je dois dire que Universal a été exemplaire. So let's not finish on the big up for the American Hollywood studio. In fact, let's finish with a big thank you for the amazing translation of Harold.